Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Je vous présente Richard Martel. Alors bien sûr, j'ai oublié d'aller faire mon nouvelle carte de presse du Parlement en 2020, donc il faut que je passe par là avant, toujours à la dernière minute. Alors, on s'en va rencontrer Richard Martel, député conservateur de Chicoutimi-Le-Fjord depuis juin 2006, qui a presque été la coqueluche des conservateurs. Moi qui suis pas matinale, là, une entrevue à 9h le matin, c'est dur, c'est dur. Mais je sais que je vais faire face à un député très réveillé, parce qu'il a déjà dit en entrevue qu'en politique, si tu te lèves à 8h, t'es mort. Je serais morte depuis longtemps. Richard Martel est connu dans l'esprit des gens avant tout comme ayant été le coach des Saguenayens de Chicoutimi, le coach dans la Ligue de hockey junior majeur ayant gagné le plus de victoires dans l'histoire. Il a aussi fait carrière en France, en Suède. Puis en 2006, il a décidé, imaginez-vous, de se lancer en politique, gagner une victoire improbable du Parti conservateur dans Chicoutimi-Le-Fjord. Et c'est ça qui avait donné tous les espoirs aux conservateurs de faire des gains importants au Québec lors de la campagne de 2019. Vous savez, le reste de l'histoire, ça s'est pas matérialisé. Mais c'est un personnage important, intéressant, qui montre que tous les chemins peuvent mener vers la politique. On n'a pas besoin d'être avocat, notaire ou homme d'affaires. Alors là, on arrive juste au coin de la rue Bank et de la rue Wellington. Ça va bien parce que l'édifice pour aller faire ma carte de presse est juste en face du bureau de M. Martel. Bonjour! Allô, je descends faire ma nouvelle carte. C'est bon? Merci. Section des accréditations. Bonjour! Bon matin. Ça va bien? Moi, je suis une délinquante. OK. Je suis pas la seule, hein? Non, vraiment pas. Ah, vous me réconfortez. Donc, maintenant, ma nouvelle carte de presse. Bonjour, ça va bien? Bienvenue sur oui, merci. Bienvenue au complet. Ben oui, non, il fallait que j'aille chercher ma carte de presse. Ah, c'est ça, de demander ce que tu fais là. Oui, non, je m'en vais faire mon podcast avec votre collègue Richard Martel. Faites la bonne job. Merci! Alors ça, si vous demandez, c'était Stephen Blaney, député conservateur de Lévis. Et là, je suis en route vers l'immeuble Wellington, qui abrite en général beaucoup de salles de comité, beaucoup de bureaux de l'opposition, magnifique immeuble de pierre avec des grandes colonnes à l'extérieur, une marquise en cuivre, je crois. Puis voilà. Puis là, moi qui suis pas matinale, je suis totalement d'avance. Bravo, bravo. Allô, je cherche le bureau de Richard Martel. T'es vraiment pas loin. Parce qu'il dit 248, il est où? Juste en face. Ah, OK! Mais c'est pas un drapeau. C'est le drapeau de quoi, ça? Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Oh mon Dieu! OK, je savais pas pantoute. Hey, OK, bonjour, comment allez-vous? OK, ça va bien, toi? Ben oui, ça va, Emmanuel à Traverse. Oui, absolument. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a un drapeau. Ça se peut-tu? Hein? Mais je savais pas ça. Ah ouais? Aux couleurs de l'agriculture, de l'aluminium, de la forêt. Ah, OK! Ça, c'est beau? Ben oui, il est beau, Ah, mais à je la connaissais fin. pas ça. Ah oui, c'est notre drapeau. Alors, je sais même pas, là. C'est une entrevue comme ça, c'est... C'est sur vous. C'est qui est l'homme derrière Ah, le ouais. politicien? Ah ouais, OK. Intéressant. Je sais pas où ça va aller, cette affaire-là. Ah? Ouais. Vous avez pas l'air trop timide. Vous en avez fait souvent des entrevues. Oui, oui. En politique, ce qui est drôle, c'est qu'on a toujours besoin de quelqu'un à côté, hein? Tout le temps de quelqu'un qui nous suit. Ça vous rend nerveux? Non, pas en tout, mais ça fait drôle parce que du côté hockey, quand on avait des entrevues, là, pas vraiment d'avoir. On a les médias, mais il y a personne qui nous assiste pour enregistrer ou si on dit un mauvais mot. Il y a plus de choses de permis. La gaffe est moins moins importante dans le monde sportif qu'en politique. C'est ce que je me suis aperçu. En politique, il faut que tu sois vraiment prudent quand tu rencontres les journalistes. Parce que ça porte beaucoup, hein, ça porte à travers le Canada. Ça fait que au hockey, c'est le monde sportif. On a droit à l'erreur, mais on dirait que, pas parce qu'on n'a pas droit à l'erreur au niveau politique, mais ça a plus d'impact, je te dirais. Une mauvaise phrase ou un mauvais jugement, il y a plus d'impact en politique. Vous avez été élu en juin 2018. Oui. Ça fait 1 an et demi que vous êtes député. Oui, 1 an et demi, 2. Ouais, on a juste ça. Ça fait pas 2 ans. Ben, c'est fou, hein? Êtes-vous devenu un politicien, là? Je te dirais que là, j'adore ça. Je dirais pas que... Je pourrais pas dire que j'aimais pas ça au début, mais au début, il y a tellement d'ajustements parce que quand tu t'entends... OK, je vais être député au fédéral. Bon, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe parce que tu veux représenter ta région. Fait que les gens disent « Ouais, t'es populaire, tout ça, puis tu sais, tu vas être capable. » Puis moi, j'aime les défis, j'aime me lancer dans quelque chose que j'ai pas d'expérience. Au hockey, quand je suis arrivé rapidement sans expérience dans le monde du hockey. Je pouvais pas apprécier le milieu politique parce que j'avais trop de choses à apprendre. Tu sais, j'avais pas la même confiance que tout le monde connaissait de moi. Puis ils comprenaient pas dans le sens où tout le monde disait ça va être facile, mais non. Là, c'est un stress différent. Parce que le confort puis la confiance vient avec la connaissance de ta profession, du métier que tu fais. La confiance s'acquiert comme ça. On peut pas passer à côté. Il y a une question d'expérience, de connaissance qui fait que tu prends beaucoup d'assurance. Alors aujourd'hui, c'est plus facile. Parce que moi, il y a une chose qui m'a surpris. Quand on regarde votre carrière comme coach de hockey, il n'y a pas un profil sur vous où on dit pas, c'est le roi Martel, au caractère bouillant. Hein? Le caractère bouillant. Alors, moi, je l'ai jamais vu, ce caractère bouillant-là, dans le politicien. Je suis content parce que... Il est passé où? Non, c'est que... Mais d'abord... Ils m'ont fait comprendre. Plus votre chemise. Mais j'ai jamais déchiré ma chemise, mais j'étais très exubérant. D'abord, ils me l'ont dit. Les dossiers avancent pas rapidement. Il faut que tu sois patient. Il faut que tu sois capable de communiquer. Je sens pas, là, des fois de trop aller loin avec mon intensité. Je sais pas si c'est parce que j'ai pris de l'âge ou je suis plus mature, mais c'est plus contrôlé. Je suis plus sage, plus pacifique sur certaines choses, mais il reste que des fois, ça peut aller. Mais ça dépend des circonstances. Et de la difficulté à acter. Parce qu'il y en a qui me disaient, quand je faisais du hockey, t'as-tu un show, Richard? Non, t'es vraiment fâché. Tu sais, la rivalité avec Patrick Roy, je voulais gagner. Puis c'était pas... Il y avait aucun fake là-dessus. C'était la même chose pour lui, l'autre bord. Il y en a qui pensaient que c'était arrangé. Fait que des choses arrangées, moi, il faut que ça vienne de moi. Alors, possiblement que parce que la vie politique, elle venait jusqu'à maintenant, ça fait pas longtemps. Possiblement qu'avec les années, il y a quelque chose qui va remonter à la surface. Hein? Peut-être. Hein? Oui, ça dépend comment on va me prendre aussi. Puis ça dépend comment je vais contrôler le message. Vous avez grandi à Chicoutimi, à l'époque. Un père passionné du golf. Ah oui. Ouais. On entend un regret là-dedans. Non. Très, très passionné du golf. On ne le voyait pas beaucoup. Mais on a eu une éducation extraordinaire. Là. Mon père, je l'adorais. Mais on ne le voyait pas. Il n'y a pas de présence. Parce qu'il était au golf. Il était tout le temps au golf.
On le voyait pas. Je demandais à ma mère, pourquoi, maman, tu t'es mariée? On voit pas papa. Je disais des fois. Elle parlait pas, hein. Elle le protégeait beaucoup. Il a été extraordinaire, mon père, là, la discipline a été bonne chez nous, puis il nous a montré des belles valeurs. Surtout du côté sportif. Il nous a toujours dit que le sport formait la jeunesse, puis effectivement, on acquiert de l'expérience dans le sport. Tu sais. Comment ça forme la jeunesse? Bien, d'abord, tu es obligé souvent, en faisant du sport, de travailler en équipe, de t'imposer une discipline personnelle, si tu veux performer. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on apprend de bonne heure. On est obligé un petit peu... Le stress, la pression de performer nous fait grandir plus vite que la normale, parce qu'on est obligé d'être plus sérieux bien souvent, puis de s'appliquer sur une tâche précise. Alors, c'est pour ça que je dis que les athlètes, souvent, puis les grands athlètes, ceux qui passent à travers, c'est les gens qui ont plus de maturité, puis qui sont capables de se concentrer, puis qui ont une bonne discipline personnelle. Ça y fait. Alors, c'est ça qu'on a appris en faisant du sport. Mais votre mère était d'origine libanaise. Libanaise, oui. Parlez-moi d'elle. Les deux avaient du caractère, mais c'était différent. Ma mère, il dit que je ressemble beaucoup à ma mère. Tu sais, je mords quand je veux quelque chose. Puis, elle avait beaucoup de caractère, ma mère, dans le sens, c'est elle qui menait D'abord, mon père était absent. Puis c'est elle qui était toujours avec nous, puis qui nous parlait beaucoup. Une bonne éducation. Une mère, moi, j'ignorais qu'il y avait une importante communauté libanaise à Chicoutimi à cette époque-là. C'était quoi être élevé dans une famille où il y avait... C'était important, la culture libanaise dans votre famille. Est-ce que c'était présent? Oui, c'était présent. D'abord, on était libanais chrétiens. Puis on allait à la messe. Mais où ce que je me souviens le plus, c'est quand on avait des parties de famille entre nous autres. Tu sais, les enfants mangeaient une table à côté. Les adultes. Tu sais, il y avait beaucoup la différence entre t'es enfant. Nous autres, on est adultes. Donc, tu t'assois pas à la table des grands. Après ça, les gars parlaient de business. Parlaient de finances tout le temps. Puis les femmes allaient dans le salon, puis parlaient d'autres choses. Puis les enfants jouaient avec les enfants. Ça ressemblait à ça, mais moi, souvent, je trouvais ça intéressant, les discussions quand on vieillissait, là, on aimait ça, parce que ça parlait continuellement de business, puis on devrait acheter ce terrain-là, puis là, il va y avoir une franchise qui va s'installer là, il va y avoir des compétiteurs. C'était tout le temps business. Ouais, j'ai remarqué ça beaucoup. Puis beaucoup sur la politique. Politique étrangère. Tu sais, on a appris les religions de bonne heure, là, religion musulmane, puis parce que là-bas, tu sais, il y a plusieurs religions, c'est ça. Y avait-tu une méfiance des gens du Saguenay face à la communauté libanaise en ce temps-là? Non, mais... C'est-tu comme des étrangers, tu sais? Non. Les gens avaient des bonnes positions au Saguenay. Je sais que mon parrain, moi, il y avait le restaurant Georges Steakhouse. Le fameux Georges? Le fameux Georges Steakhouse. Le Georges. Ouais, Georges Abraham, le monsieur Georges, c'était mon parrain. T'es chanceux de tomber de... Oui, puis ensuite, les Hakim aussi étaient dans ma famille, Pierre Hakim. Alors, lui, il y avait un autre restaurant, puis il était quand même vu comme des hommes d'affaires dans la population. Donc, les gens, il y avait une bonne crédibilité. Ça fait qu'ils étaient regardés comme ça, en voulant dire, c'est des gens qui réussissent, puis ils ont l'air à savoir où ils vont. Ça fait que c'est ça. Même si l'héritage a été n'importe comment, là, c'était une famille prestigieuse. C'est une famille prestigieuse, mais vous étiez pas fortunés. Ah non, pas toutes. Je sais pas si c'est parce que ma mère avait marié un Québécois, mais toutes les autres filles, parce qu'il y était 5 filles puis un gars, les autres filles, ses sœurs qui ont marié des Libanais, ils ont été corrects. Votre mère, elle a puis elle a marié un Québécois, puis il y en a une autre qui a marié un autre Québécois, ça a été correct, là. C'est pas... mais on a été élevés correct. Moi, j'ai toujours senti que j'ai rien manqué. Mais plus tard, tu t'aperçois que quand tu étais jeune, Vous connaissez votre région, là, comme bien, ouais. Vous, les gens. Vous venez d'une communauté immigrante, en partie, à l'époque. Oui. Pourquoi vous pensez qu'il y a tant d'inquiétudes face à l'immigration au Québec en ce moment? Il y a beaucoup plus d'immigration que dans mon temps. C'était un petit peu spécial. On était vraiment minoritaire à ce moment-là. Donc, moi, j'ai jamais senti aucune rivalité. Là. D'abord, mon nom, moi, c'était Martel. Ça fait que tout de suite, c'était ma mère qui était Abraham. Alors,
Et moi, j'ai toujours passé pour un Québécois. Mais comme je te dis, c'était très minime à ce moment-là. Eux autres, pour voir plus de Libanais dans ma communauté, ils allaient à Montréal. On avait de la famille à Montréal. Aujourd'hui, c'est comme tu me dis, c'est sûr que la population québécoise, à un moment donné, a ralenti de faire des enfants, non? Alors, après ça, on a eu besoin aussi pour peupler nos endroits, d'ouvrir les portes à l'immigration. Alors, peut-être c'est ça que les gens s'aperçoivent. Êtes-vous inquiet pour l'avenir des régions au Québec? Il faut y voir. Oui, inquiet, oui. Pourquoi? Écoute, il y a beaucoup... tu sais, chez nous, c'est au niveau business, hein? Au niveau entreprise. Tu sais, avec aussi les enjeux environnementaux. Tu sais, il faut tout mixer ça. Alors, c'est plus difficile qu'avant pour les entreprises, pour les grosses entreprises. Ensuite, c'est qu'il faut arrêter, il faut essayer de stopper. C'est parce que les gens, ils sortent de la région. C'est ça qui est épeurant un petit peu. Une chance qu'on a notre université à Chicoutimi, quand même, qui accepte les immigrants. Mais c'est ça qu'il faut arrêter. Pour arrêter ça, ça prend des emplois. Là, tu vas m'arriver avec la pénurie de main-d'œuvre, bien sûr, mais ça, c'est un autre défi. Ça prend des emplois, puis une région, ça prend de la job. Ça prend des entreprises. Ça faut faire prospérer l'économie. Hein? Moi, je vais vous demander, vous grandissez, vous jouez au hockey, vous êtes un jeune dans votre famille, puis là, vous allez étudier en finance, puis après ça, vous allez en enseignement. Ouais, j'ai commencé... Wow, c'est presque un 180 degrés. J'ai fait mon DEC en administration. Puis là, j'ai commencé à l'université, mais le sport occupait tellement une place. J'ai commencé à finance, marketing, c'est sûr que j'avais informatique. J'ai fait une session, ça n'a pas été long. Puis là, tu sais, je regardais tout ça, puis j'ai dit, on va aller prof à cause des congés de l'été. Come on! Oui, aussi. Puis j'aimais enseigner. Puis j'ai dit, gars, c'est quand même une bonne qualité de vie. Puis je reste dans le sport. Fait que j'ai commencé à enseigner, puis j'ai pas aimé ça. Oh non? Non, je trouvais ça plate. Puis c'était pas l'enseignement que je m'étais mis. Je n'enseignais pas. Je faisais de la discipline. Tu sais, j'étais prof d'éducation physique. Puis là, je remplaçais. Puis je faisais de la discipline. Pouf! Et là, j'ai dit, en tout cas, j'ai mes diplômes. Je serai pas dans la rue. Mais j'aime pas tellement ça. Fait que j'ai enseigné une couple d'années. Puis là, le hockey est arrivé comme ça. Ils m'ont demandé de coacher une petite équipe Pee-Wee. Comment c'est arrivé? J'étais à l'université. Puis là, après ça, il n'y avait pas de coach pour une équipe Pee-Wee. Ça fait que... pour une équipe Atome. Ça fait qu'ils ils ont quel âge, Atome? Là? Atome, ils ont à peu près 8-9 ans. OK, wow, là, on est loin de la Ligue de hockey junior majeur. C'est ça. Ça fait que j'ai dit non, j'ai dit c'est trop jeune. Puis, m'a pensé à ça. On verra parce que faut que je finisse mes études. Puis là, après ça, ils sont venus à la charge. Ils ont dit, regarde, tu trouvais ça jeune, Richard, on va donner une équipe Pee-Wee. Puis j'ai dit, OK, m'a essayé. Ça fait que j'ai embarqué là-dedans. Puis là, on perdait au début. Puis là, c'était des jeunes. Puis, tu sais, je veux toujours performer. On dirait que j'ai ça dans moi. Alors, j'ai commencé à aller regarder des livres de stratégie à l'université, des séminaires de coach. Puis j'ai commencé à regarder ça. Puis j'ai dit, on peut pas perdre toute l'année. Je savais rien. Ça, je me disais après, une chance que je suis allé me chercher les outils pour être capable. C'est pas dans des livres apprendre à coacher à cette époque-là? Non, mais c'est parce qu'il y a des systèmes de jeu. Je savais pas de système de jeu. J'en savais comme ça, mais comment le mettre en application. Fait que là, j'allais dans des séminaires de coach, puis là, je m'informais, puis dans des cliniques. Puis là, après ça, on commençait à gagner par hasard. Puis là, j'avais des bons joueurs, mais moi, je pensais que c'était moi qui étais bon. Là. On ne fait pas attention. On pense pas que nos joueurs, c'est eux qui nous font gagner. Là, après ça, j'ai tout gagné Bantam. Ils m'ont envoyé dans le midget. Puis après le midget, la Ligue junior majeure du Québec, Joe Canale est venu coacher Saguenay-Chicoutimi. J'avais 28 ans. Là, il cherchait un adjoint. Puis, fait que j'étais passé l'entrevue, tout ça. Puis, j'étais allé en retard. Ça fait qu'il me dit, mon entraîneur adjoint, il est pris, là, Richard. Comment ça fait que tu arrives à ce moment-là? Bon, adjoint. Moi, j'ai toujours été coach. Ouais, mais là, t'as été coach au niveau mineur.
Il dit, là, c'est du junior majeur. Il dit, c'est une bonne entrée pour toi, mais mon assistant, il est choisi. C'est un Italien, hein, Joe Canale. Il dit, mon assistant, il est choisi. Qu'est-ce que tu fais là? T'es arrivé en retard. Fait que, j'ai dit, c'est pas grave, on passe l'entrevue, puis c'est pas pire que ça. Mais là, en sortant, il m'a rappelé. Il dit, c'est toi que je prends. Puis là, il a cancellé l'autre. C'est une affaire de fou. Puis là, après ça, il dit, tu vas gagner 6 000 par année. Mais non, il dit, tu veux que j'aille avec 6 000 par année? Mais là, il dit, je viens de t'engager, j'ai coupé l'autre, puis qu'est-ce qu'il y a, là? Tu veux pas embarquer avec moi? Ben, j'ai dit, 6 000, c'est pas beaucoup. Ben, je suis obligé de lâcher l'enseignement à ce moment-là. Parce qu'à Chicoutimi, on est plus loin que tout le monde, donc, tu sais, faut que je fasse les voyages, tout ça. À temps plein, à 6 000 $. En tout cas, il m'a donné 9 000 pour l'année, puis... 9 000? Ouais, puis quand la saison de hockey était finie, ben, j'allais remplacer les examens au secondaire pour mes fins de mois. Puis ça a fait. Puis là, après ça, ben, j'ai aimé ça. Puis j'ai été 2 autres années à Montréal comme adjoint. Puis j'ai eu ma première job à Saint-Hyacinthe comme entraîneur-chef. Puis là, j'ai gagné l'entraîneur de l'année à ma première année. Puis j'avais commencé l'année avec... 8 défaites, une victoire après 9 matchs. Je pensais jamais que... Puis là, ça a viré. J'ai fait une transaction. T'es chanceux. Aujourd'hui, je le vois. Ça prend de la chance. Hein? Les gens, ils disent, il n'y a pas de chance dans la vie, c'est toi qui fais ta chance. Moi, j'ai de la difficulté un petit peu avec ça. Je trouve qu'il y en a qui sont... on va toucher à du bois, là. Peut-être que... Moi, il y a une partie de chance qui m'a suivi. Il y en a qui sont très compétents dans quoi que ce soit, puis ils n'ont jamais de chance, je trouve. Tu sais, des fois, je trouve que c'est pas juste. Puis moi, j'étais... quand même que j'ai travaillé pour, ça prend un gars qui t'engage, ça prend un timing, ça prend... Comme en politique. C'est comme en politique, je peux peut-être dire la même chose. Je reçois Vous auriez présenté en 2019 pour la première fois, vous auriez peut-être pas gagné, alors que vous avez Possiblement gagné dans pas. une partielle. Ouais. Le hockey, pourquoi c'est un beau sport, d'après vous? Ben, c'est un beau sport. Probablement que tous les sports sont beaux. Moi, c'est que j'aimais beaucoup ça, déjà quand j'étais jeune. Puis on a tous rêvé d'être dans la Ligue nationale. Puis j'ai rêvé de coacher dans la Ligue nationale aussi. C'est un regret de ne pas avoir coaché dans la Ligue nationale? C'est un regret d'avoir resté trop longtemps dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À un moment donné, il faut que tu sortes. J'ai eu l'occasion de sortir. J'avais 33 ans. J'ai eu un offre pour aller à Providence, le club ferme des Bruins de Boston. Puis je ne l'ai pas pris. Aujourd'hui, tu sais, mais on peut pas avoir de regrets, mais quand la chance passe, des fois, il faut que tu sautes dessus, parce que moi, j'étais sûr de gagner. Moi, je voulais avoir besoin de personne dans la vie. Ça fait, tu sais, ça marche pas de même. Quand ils disent ça te prend des contacts, là, plus tard, tu le vois que ça te prend des contacts. Tu veux runner tout seul dans ta vie, puis tu penses que... Moi, je veux être indépendant, ma vie, je l'ai choisie, tu la patente. Puis là, après ça, ben, j'ai dit, je vais gagner le championnat. Pas besoin de lui pour avoir un break à quelque part. Le break va arriver tout seul avec le succès. Puis vous l'avez jamais gagné, votre championnat? Non, puis j'ai été congédié l'année que je pensais de tout gagner. J'ai été congédié, il restait 10 matchs à Val-d'Or. J'avais Jean-Pierre Dumont, Roberto Luongo, Steve Bégin, tout coaché ça. Fait qu'ils m'ont sorti 10 matchs avant la fin, puis ils ont gagné, eux autres. Ça a fait que j'ai pas pris l'offre, là, mais c'est comme ça. Alors, j'ai continué dans le hockey junior. C'est juste ça que je dis un petit peu regrettable. Par contre, tu sais, j'ai un nom, tout ça, mais c'était pas mon objectif en partant. Mon objectif a changé parce que je suis devenu confortable dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puis j'ai arrêté pas de rêver, mais de travailler pour mon premier objectif de coaching en Ligue nationale. Ça s'est comme effacé de ma pensée parce que je commençais à avoir énormément de succès, commençais à avoir un nom, commençais à... Puis là, j'ai oublié l'essentiel, puis j'ai traîné trop longtemps dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je regrette rien. Tu sais, il faut pas regretter. Aujourd'hui, ça m'a donné ce que j'ai dans ma vie, mais quand tu fais le retour sur ta vie, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on change. Pas vrai que tu dis « je changerais rien ». En tout cas, je les trouve chanceux, ceux qui disent que je changerais rien. Vous avez déjà été suspendu pour des batailles épiques, là, dont une dont on parlait contre les remparts en 2008. Ouais. Vous et Patrick Roy aviez été suspendus. Qu'est-ce que vous pensez de les batailles au hockey? Ça n'a plus sa place. Tu sais, dans le temps, c'était comme ça, puis...
D'abord, on ne savait pas les effets d'une commotion cérébrale quand on a commencé à coacher. Puis aussi, quand on a commencé à coacher, à diriger là, des équipes, il n'y avait pas de plan de construction, de reconstruction. Donc, c'est pour ça que les entraîneurs qui ont réussi étaient durs. Parce que si on en perdait 4 ou 5 collés, on perdait notre job. Aujourd'hui, là, il engage l'entraîneur pour 3 ans. C'était pas ça dans le temps. Là. Il y en a qui étaient engagés à la semaine, puis il fallait que tu performes. Ça a complètement changé. Alors, quand tu rentres pour sauver ta job, ben normalement, je te dirais que ça change un peu. Tes joueurs, c'est vraiment produit parce que c'est moi qui vais écoper. Là, il y a un changement qui se fait parce qu'on dit, on prend un coach, on t'engage pour 3 ans, fais le développement de tes joueurs. Après ça, l'année d'après, fais les séries. Puis après ça, 3e année, tu gagneras. Mais dans les années 90, là, les années où ce que ça... Tu sais, t'engageais le coach puis tu voulais la performance. Les équipes que tu prenais, c'était pour les faire marcher. Même s'il n'y avait pas de talent, ils te prenaient. Puis si ça ne faisait pas après 10 matchs, 12 matchs, ça revolait, les coachs. Puis dans ces années-là, les coachs qui communiquaient, ils ne passaient pas. C'était la méthode. Les joueurs aimaient ça quand le coach était dur. La crédibilité venait avec un entraîneur dur. Le coach qui communiquait, il passait pas. Il était trop doux. C'est drôle, hein? Puis c'est pour ça que le style, pour passer dans ces années-là, il fallait avoir de la drive. Puis cette étiquette-là me collait, mais à un moment donné, tu sais, les temps changent. On le voit aujourd'hui. Avant, l'acteur principal, bien souvent, c'était le coach. Aujourd'hui, c'est plus le coach, c'est les joueurs. Avant, c'était l'entraîneur, tu sais, les Michel Bergeron, les Ron Racette, les Bob Barkley, les Michel Terry. Dans ces années d'hockey-là, les Martel, les Roy. Aujourd'hui, les entraîneurs, on t'a demandé d'en nommer 5. Tu vas avoir de la difficulté. Tu sais, on est plus focusé sur les joueurs, ça change. Puis aussi, tu sais, il y avait de l'exagération aussi. C'est pas de l'exagération, mais c'était comme ça dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est plus ça. Puis ça a évolué, puis c'est très bien à part ça. Quel conseil est-ce que le coach Richard Martel donne au politicien Richard Martel? Conseil. C'est dur de conseiller des gens qui ont 12 ans d'expérience. Non, mais vous, comme coach, qu'est-ce que comme vous... C'est quoi votre conseil aux politiciens que vous êtes devenus ou que vous êtes en train de devenir? Il faut... c'est toute une affaire parce que... Je vais te donner un exemple. Je vais y aller concrètement. Mon bureau, moi, quand on s'occupe des cas des citoyens, on leur dit, vous allez avoir un suivi à toutes les 2 semaines. Si on n'est pas capable de se rendre, on vous fera pas espérer. On entend trop dire qu'ils vont voir le bureau de comté du député, puis après ça, ils sont 3 mois sans avoir de réponse. Puis là, ils rappellent, oui, je suis dessus, là, on va s'en occuper. Ça marche pas. Moi, j'ai dit à ma gang au bureau, si on n'est pas capable d'arriver à ça, vous le dites tout de suite, capable de prendre les tomates, on est capable de prendre les... Mais arrêtez, il faut pas faire niaiser le monde. Ça c'est... Je te dirais, là, pour le bureau de comté, puis le député, essaye, je dis essaye. Tu vas me dire pourquoi on dit pas toutes les vraies choses. Tu sais, aujourd'hui, je comprends plus que la politique... faut faire attention parce qu'il y a des choses aussi, des fois, il y a des choses qu'on peut pas prévoir ce qui va arriver un peu plus tard. Faut laisser le temps aller si certaines choses peuvent se placer. Tu sais, des fois, on pourrait dire ça se réglera pas. Mais t'as pas le droit de dire ça. Parce qu'il faut que tu essayes. Tu sais, présentement, avec l'aluminium, faut jamais lâcher. Vous étiez vraiment inquiet, contre avant Noël de ce qui allait arriver, de ce qu'il y avait dans l'entente, etc. Puis là, on vous sent, le bloc est resté là où est-ce qu'il était, à voter contre, à dire que c'est pas acceptable ce qu'il y a eu pour l'aluminium. Puis vous avez emprunté une autre voie. Non, j'ai pas emprunté une autre voie. Je veux dire que, d'abord, ça me préoccupe énormément. C'est que faut regarder... Parce que pour monsieur, madame, tout le monde, l'aluminium n'a pas été protégé dans le nouvel accord de libre-échange. Ouais, n'a pas été protégé comme l'acier. C'est ça. Puis ça, chez vous, on s'entend que ça inquiète énormément. Absolument, ça inquiète. Faut aussi... Parce que là, on apprend aussi au fur et à mesure que les semaines passent. Quand cette entente-là a été faite, on n'avait pas le marché de la Chine aussi fort qui est là présentement. À ce moment-là, l'ALENA, l'ancienne ALENA, quand elle a été négociée, il n'y avait pas toute la compétitivité qu'on a aujourd'hui. Ça a été négocié avant. Là, on arrive à... Il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est ça qu'il faut regarder. Mais je veux arriver que l'aluminium, présentement, ce qui est extrêmement dangereux,
Mais dans cette entente-là, il n'y a rien qui rassure personne que l'aluminium peut rentrer par le Mexique puis être coulé, fondu puis coulé, puis après ça, les pièces s'en vont. Mais c'est pour ça que le Bloc est contre l'accord. Oui, mais l'accord, dans tout ça, là, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on renégocier l'accord? Faire tomber l'accord? Qu'est-ce qui peut arriver? Il faut regarder les deux côtés aussi. Si on fait tomber l'accord, qu'est-ce qui peut arriver? Si moi, je suis en entreprise, c'est peut-être plus insécurisant de ne pas savoir ce qui peut arriver jour après jour quand on a une certaine entente qui, au moins, assure à un certain pourcentage, puis avoir peut-être une vision de « OK, là, il y a des brèches là-dedans, mais on va s'ajuster pour ça, on le sait. » Mais quand on ne le sait pas, le lendemain matin, les tarifs montent de 25 %. Le lendemain matin, ils retombent à 10 %. Mais c'est risqué politiquement, on s'entend, parce que vous êtes dans une région qui est très politique, où il y a cette industrie-là. Puis là, vous avez un parti, le Bloc québécois, qui dit aux travailleurs, puis aux gens, regardez, nous, on a voté contre, on va se battre, c'est pas correct. Puis Richard Martel, lui, il vous pèle des nuages, parce que Richard Martel, lui, a baissé les bras, parce qu'il appuie l'accord, il vous laisse tomber. C'est comme ça que ça va être vendu partisanement, politiquement dans votre région. Je sais que le Bloc... C'est pas risqué pour vous? Non, mais on verra en temps et lieu, mais je pense qu'il faut penser qu'il y a de la communication à avoir, puis il y a des ententes qu'on peut essayer qui se concrétisent en étant à l'opposition puis discuter avec le gouvernement. On est l'opposition officielle. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, on va se battre, mais ça prend un peu plus de réflexion sur certaines choses. Alors, tu sais, parce qu'on peut prendre le pouvoir à un moment donné. Le Bloc, ils ne peuvent rien prendre, là. Tu sais, ils vont rester dans l'opposition tout le temps. D'ailleurs, leur discours a changé aussi. Parce qu'au début, eux autres, ils étaient tous contre. Puis là, ils sont rendus que là, ils disent, là, on est capable de danser. Là, on est deux. Mme Freeland. Mais là, eux autres, s'ils ont dit non, comment tu veux qu'ils passent des affaires après s'ils changent le fusil d'épaule? Le gouvernement va dire, vous êtes tous votés contre. Vous n'allez pas nous dire que vous voulez vous entendre. Alors, tu sais, mais il reste que l'industrie de l'aluminium, oui. Mais, comme je te dis... Donc, on peut faire quoi, selon vous? On peut rajouter des choses à côté de l'entente. Je pense que c'est ce côté-là qu'il faut se débattre. Il faut amener, comme chez nous, on a de l'aluminium verte. Alors, on peut-tu créer quelque chose qui forcerait de prendre un pourcentage d'aluminium venant du Québec, parce que c'est l'aluminium verte, puis commencer à avoir un marché pour l'aluminium. Il faut être patient pour faire ça. Ah, c'est sûr, mais la politique, en partant. Là, présentement, il y a une chose qui est sûre. On est à l'opposition, on n'est pas au gouvernement. Alors, le gouvernement a pris des décisions, puis nous autres, on regarde ça, on met de la pression sur certaines choses. Après ça, on regarde comment on peut dealer avec ça. Mais on n'est pas au gouvernement en place, là, on est à l'opposition. Alors, bien sûr que c'est un gros enjeu chez nous. On regarde tout ça aller, mais on réfléchit là-dessus. Vous avez déjà dit dans une entrevue qu'en politique, si tu te lèves à 8 heures, t'es mort. Ouais. Alors, c'est sûr. 8 heures, c'est fini. Alors, je me suis levé ce matin. J'avais une entrevue à 7h40 à la radio de chez nous. D'abord, premièrement, il faut que tu regardes ce qui se passe dans le monde. Il y a tellement de choses. Ça n'a pas de bon sens. Faut être en politique pour savoir le travail qu'un politicien fait. C'est quoi une journée pour vous? Une journée, c'est comme tous les politiciens qui sont à leur tâche, là. Possiblement. D'abord, il faut que tu te lèves à 5 heures. Tu te douches. Je suis arrivé ici ce matin à 6h30 peut-être. Ouais, 6h30. Mais habituellement, j'arrive à 6h15. Puis là, après ça, tu tombes dans les journaux, tu tombes dans la presse, tu tombes dans le quotidien, tu tombes dans les nouvelles mondiales. Tu regardes un peu ce qui se passe. Parce que le Canada, c'est pas juste provincial, hein, c'est national. Tu regardes des enjeux, puis il faut que tu sois au courant de ça. Il faut que tu sois au courant aussi de ce qui se passe le plus dans ta journée, parce que tu te fais interpeller par les journalistes.
Alors, il faut que tu sois prêt à ça aussi, si tu veux dire quelque chose. Alors, c'est ça. Puis là, après ça, on a des comités. Moi, je suis dans le cabinet fantôme de Défense nationale. À partir de là, on regarde qu'est-ce qui se passe avec les conflits. Nos troupes sont rendues où? Alors, c'est beaucoup je te dirais, d'études, puis de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis il faut toujours être sa job. Quand tu prends des vacances, tu peux pas te lever le matin et pas regarder les nouvelles. C'est impossible. Tu n'es jamais en vacances. Tu peux pas te déconnecter. Tu arrives, c'est dur. Alors, il faut toujours un petit peu qu'est-ce qui se passe, parce que même si tu prends des journées off durant l'été, mais s'il arrive une catastrophe ou quoi que ce soit, il faut que tu sois au courant. Alors, c'est des bonnes journées. Puis moi, je performe le matin. Le soir, 9 heures, les lumières sont faites. Je suis pas capable. Moi, je suis un gars de matin. C'est là que je performe habituellement. Le soir, c'est fini. Alors, c'est pour ça, si tu déjeunes à 9 heures, t'es mort. Ça marche pas. Pour moi, il faut que tu sois sa job. Puis pourquoi le Parti conservateur? Parce que le Parti conservateur, il gère bien les finances publiques. Ça, c'est venu me chercher. Parce que dans ma vie, c'était quelque chose d'important pour moi. Le Parti conservateur, ils prennent des décisions sans avoir peur, des fois, de la critique. Au-delà de la partisanerie, ils prennent des décisions parce qu'ils pensent que c'est bon, peu importe les critiques qui peuvent survenir après. C'est pas difficile de se joindre à un parti quand il y a des éléments de ce parti-là avec lesquels on n'est pas d'accord. Le débat pro-vie, par exemple. Puis tous ces éléments-là, comment on fait pour réconcilier ça dans sa tête? Tu sais, là, tu me parles pro-vie, tu sais, ça dépend... Ils ont une place dans le parti, ces gens-là, vous pensez? Cette aile pro-vie, etc., est-ce qu'elle a une place dans le Parti conservateur? Pro-vie, sûrement. Puis pro-choix, sûrement. Je veux dire, nous autres, notre parti, on laisse les gens s'exprimer. On n'arrive pas, puis on rentre pas dans le parti, puis t'as pas le droit de dire ci, pas le droit de dire ça. Habituellement, notre parti, c'est ce qu'ils m'ont bien dit au début, qu'on laisse s'exprimer les gens. Alors, à partir de là, après ça peut arriver que les gens aient certaines opinions différentes. Mais dans tout ça, à un moment donné, ça dépend aussi du chef. Il faut se rallier, puis il faut avancer. Mais je pense que dans un parti politique, c'est impossible que tout le monde soit unanime sur telle chose à 100%. C'est juste, après ça, de regarder puis de se rallier. Mais il y a des convictions profondes qui font en sorte qu'il y en a d'autres qui... comment je te dirais? Qui sont plus... l'avortement, tu m'arrives là-dessus. Moi, je suis pour l'avortement. Ça fait que, tu sais, quand tu regardes l'avortement, je suis pour l'avortement. Il y a certaines circonstances aussi qui peuvent survenir pour ça, mais l'avortement, d'abord, encore une fois, tu sais, en politique, là, c'est des sujets sensibles. Tu sais, l'aide à mourir. Fait que quand tu t'en vas sur c'est ça qu'en politique, c'est dur. Les sujets sensibles, si tu veux te faire élire, pas élire, mais là, tu joues sur la faveur populaire ou quoi que ce soit. C'est là que tu tiens à tes idées. Les sujets sensibles, c'est toujours là que ça se passe. C'est ça que j'ai remarqué. Puis, souvent, on veut pas toucher à tel, on veut... Mais c'est pour ça que les gens sont cyniques. Il faudrait des fois qu'on ait un politicien que ça ne dérange pas de ne pas se faire élire. Juste pour voir, hein? Puis qu'il y aille avec toutes ses convictions à lui-même. Peut-être qu'il ne sera pas chef, quoi. Des fois, je me dis juste, ça serait drôle, des fois. Parce que des fois, ça joue beaucoup. Ça danse. C'est ce côté-là qu'il faut que, moi, tu sais, il faut s'ajuster. Quand tu rentres en politique, puis tu es obligé de trancher à chaque fois. Pourquoi vous pensez que le Parti conservateur a de la misère à s'enraciner au Québec? Il y a des bonnes questions. Il y a des choses qui... Écoute, je pourrais dire, peut-être la langue est... Pour notre chef, la langue est quelque chose... Oui, parce que là, vous avez une course avec des candidats pas trop bilingues, hein, on s'entend? Oui, mais si tu regardes l'historique du parti, c'est sûr que quand M. Mulroney était là, écoute, ça semble à l'Est être plus progressiste. Alors, le choix notre chef
Tu sais, quel côté qu'il va avoir, ça va jouer. Parce qu'on est très fort dans l'Ouest, contrairement au Parti libéral. Donc, on a la culture de l'Ouest avec nous. Alors, ça doit jouer aussi. Vous êtes prudent, là, hein? Non, c'est prudent. C'est sûr, ça doit jouer. On n'a pas toujours les scores qu'on veut avoir, Parti conservateur au Québec, mais il y a certaines raisons. Alors, c'est sûr que ça prend de l'ajustement sans se dénaturer, mais il y a de l'ajustement à avoir. S'il y avait un ajustement à faire, ça serait quoi pour vous? L'enjeu de l'environnement est beaucoup. Et beaucoup au niveau de la perception des gens, puis aussi dans la réalité. Alors, il y a de l'ajustement sûrement à faire. Possiblement que notre prochain chef va faire sûrement de l'ajustement sur ce côté-là. Aujourd'hui, on s'en va, c'est la réalité. Alors, il y a ce côté-là on devrait voir. Vous voyez-vous ministre un jour? Ça dépend toujours. C'est difficile de dire ça. Ça va avec l'expérience, ça va avec la longévité, à mon avis, ça va avec un certain leadership que tu peux... Aimeriez-vous ça? Je vois pas qui aimerait pas ça. Tu sais, si tu fais de la politique, faut toujours performer, puis toujours arriver à... Moi, je trouve que c'est sûr, si ça arrivait un jour, mais on sait pas combien de temps je vais rester dans la politique et quoi que ce soit, mais... C'est sûr, je ne peux pas dire non, on ne va pas être ministre, c'est impossible. D'abord, premièrement, on veut être au gouvernement, ça, c'est la première chose. Après ça, tout dépend. Ça dépend de leadership que tu as aussi. Moi, c'est certain que j'aime être dans l'action, puis encore plus, parce que j'ai pris de l'expérience, puis ça commence à être de plus en plus intéressant pour moi, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Emmanuel présente est une réalisation de l'inspirant Bastien Gagnon La France grâce au montage de la magnifique Anne-Sophie Carpentier. Et si vous aimez notre balado, bien n'hésitez pas à la partager, laissez un commentaire et même donner des étoiles. Oui, allez-y, donnez-nous-en 5 si vous adorez ça, parce que c'est ce qui aide à faire connaître la série. Vous pouvez me lire dans le Journal de Montréal et de Québec, écouter mes analyses à TVA et LCN, puis mes chroniques ici sur Cube Radio. Merci d'être à l'écoute.